Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient d'ailleurs tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz. Oui, j'ai mis les questions que vous m'avez demandées, Stéphane, rassurez-vous. Ah bon, ça va. Voilà. C'est quoi les thèmes ? Vous savez très bien si vous me les vous me les avez donnés ce matin. Donc j'aurai les bonnes réponses. Évidemment. Bon. Tout est truqué ici. Non. Dis donc les gars, je suis là. Hein. Oui. Mais justement. Vous avez pas vu. Avant cet affrontement, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez Messire Gervais de la Roche qui a fui quelques jours seulement après s'être marié. Il a pris la robe aussi. Oui, alors c'est pas exactement ça, mais je m'en vais vous le raconter. Le 3 juillet 1588, la jeune Aimée d'Aubigny épousa 14 ans Messire Gervais de la Roche, issu d'une noble famille auvergnate. Gervais a 26 ans de plus qu'Aimée. Bon, donc lui, il a la quarantaine. Hein. Il avait déjà été marié une première fois ? Non, pas du tout. Non. Et à l'époque, c'est tout à fait normal. Non, pas du tout. Parce qu'il a beaucoup festoyé. Et là, il désire faire une fin, il désire se ranger en épousant cette donzelle dont il se déclare fou amoureux. Alors après la noce, les époux s'installent chez Gervais, au château des Aix, dans les environs de Moulins. 2 semaines plus tard, Gervais part se promener sur ses terres avec un ami. Et il revient seul au château, en sang, horriblement blessé de toutes parts, le nez fendu en deux depuis le front jusqu'à la lèvre. En le voyant dans cet état, Aimée s'évanouit. Il est complètement défiguré. Il s'est battu en duel avec un voisin qui l'a tué pour une raison complètement futile. Et son ami qui a essayé de s'interposer est mort. Et lui est très très amoché. Donc il passe 2 mois dans le quasi-coma, entre la vie et la mort. Et puis il survit. Mais il faut maintenant qu'il se rende à Paris pour plaider sa cause, auprès d'amis puissants à la cour, car aux yeux de la justice du roi, il est un assassin. Il part donc à Paris. Là, il obtient assez rapidement ses lettres de grâce, mais en revient-il pour autant auprès de son épouse ? Pas du tout, parce qu'il a retrouvé ses compagnons de ripaille, ses compagnons de bamboche. Alors il reprend la vie qu'il avait menée jusqu'à ses 40 ans, le jeu notamment, le vin, les filles, les duels. Et puis bientôt, il se retrouve sans le sou. Sans le sou et dégoûté de lui-même, honteux de sa faiblesse. Il se sent tout à fait incapable d'affronter le regard ingénu de son épouse, qui n'a finalement guère eu son mari pour elle toute seule que pendant 2 semaines. Parce que les 2 mois qu'on suivit, il était blessé, sanguinolent au lit. Bon. Alors il prend la route, il passe par la Bretagne, on est en novembre, et par un jour lugubre, dans une brume glacée au beau milieu d'un champ, il s'arrête. Il ôte ses vêtements de gentilhomme, de son baluchon, du modeste baluchon qu'il avait pour tout bagage. Il sort une robe de bure dont il se couvre. La bure, eh bien j'en profite pour le raconter, c'est une grosse étoffe de laine brune qu'on utilisait alors pour confectionner la robe des religieux. Il se met un capuchon sur la tête, ôte ses chaussures. Il marche maintenant pieds nus. Et ainsi accoutré, il se remet en route, résolu à fuir le monde et ses tentations contre lesquelles il vient de constater avec tristesse qu'il n'avait pas la force de résister. Alors il marche longtemps droit devant lui, le plus loin possible de Paris, le plus loin possible du château où l'attend sa jeune épouse. Après des semaines de marche, parvenu au fond d'un bois, il élit domicile dans une grotte près d'une source. Il est décidé à y finir ses jours. Il se nourrit de fruits sauvages, d'herbes, de racines. Il passe ses jours à prier, à se mortifier. Et pendant ce temps-là, à des centaines de kilomètres de là, la pauvre Aimée se morfond complètement. Où peut bien être mon mari ? Sur un vaisseau du roi, se battant quelque part, en prison, peut-être même mort. 2 ans, 4 ans... 6 ans, 8 années passent. Aimée commence à trouver le temps long tout de même. Elle n'a jamais, après tout, que 22 ans. Sa mère, ses frères, les frères de Gervais eux-mêmes la conjurent de se marier. Écoutez, vous n'allez pas attendre toute votre vie votre mari, il a disparu. Jusqu'à ce jour de 1596, où elle remarque 2 moines inconnus de passage dans le village. Alors elle les interroge. Auriez-vous croisé un jour un homme au nez fendu en 2 ? On ne peut pas le louper. Or ces 2 moines arrivent de Rennes et ils connaissent parfaitement le pieux ermite au nez fendu. De retour en Bretagne, ils vont le trouver. Ils le sermonnent. Ils lui disent « Mais écoutez, enfin, malheureux, retournez auprès de votre femme.
femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gervais ne veut rien entendre. Je préfère la pénitence au mariage. Mais malheureux, comment croyez-vous pouvoir faire pénitence alors que vous êtes en train de commettre le péché le plus grave, celui d'abandonner votre épouse devant Dieu? Alors, à contre-cœur, Gervais reprend la route. Arrivé à Poitiers, il écrit à sa femme: écoute, le mieux, ça serait que vous entriez au couvent, cher ami, pour ne pas me détourner de ma vocation. Et il signe Gervais et ermite indigne. C'est sympa pour sa jeune épouse, mais elle est aux anges de l'avoir retrouvée. Elle part bride abattue jusqu'à Poitiers. En le voyant, elle s'élance vers lui, éperdue. Mais lui, il la repousse. S'il est là, c'est uniquement pour qu'elle l'autorise à retourner dans sa grotte. Elle le supplie. Le cajole, le raisonne, peine perdue. Tout le monde s'y met, ses parents, ses amis, des prêtres et même l'évêque. Irréductible, Gervais accepte quand même de guerre lasse de s'en remettre à la décision d'un tribunal ecclésiastique. Et la décision tombe, Gervais doit reprendre la vie conjugale après une nouvelle cérémonie célébrée à la cathédrale de Poitiers. Toute la ville s'y presse pour voir les remariés. Gervais, qui a refusé de s'habiller en gentilhomme, paraît pour son nouveau mariage dans sa robe de bure, le front courbé et l'air navré à côté de sa jeune femme rayonnante de bonheur et d'émotion. L'évêque bénit le couple et puis leur donne à l'ermite d'embrasser sa femme quand même. Vous pouvez embrasser la mariée. Refus du mari, qui ne finit par obéir que pour éviter l'excommunication. Alors avec Aimé, tel le bourgeois de Calais, il regagne le château des Aix. Elle est toute joyeuse, elle a retrouvé son mari, qui sera bien son mari, puisque quelque temps plus tard, elle lui donnera un fils, et elle mourra, hélas, en lui donnant la vie. Quant à Gervais, sa vie d'ermite et son végétarisme l'ayant rendu tout à fait increvable, l'historien Gosselin Le Nôtre, qui a relaté cette histoire, nous dit qu'il vécut jusqu'à 92 ans. Il ne se remaria pas, n'eut pas beaucoup d'enfants, et même pas du tout, et garda probablement jusqu'à la fin sa précieuse robe de bure. Merci beaucoup. C'est incroyable. C'est terrible. Et la pauvre Aimée. Oui. Et même à quel point elle devait être amoureuse comme pour supporter tout ça. Elle aimait les nez fendus. Merci Clémentine.